À nouveau, bonjour à tous. Pardon pour ces petits problèmes de connexion que nous avons rencontrés, mais maintenant tout va bien et la conférence que Michel Pastoureau va nous présenter à propos de son livre paru il y a quelques mois aux éditions du Léopard d'Or et qui s'intitule Les couleurs au Moyen Âge, dictionnaire encyclopédique, peut commencer. À vous, Michel. Merci Jean-Luc. Donc bonjour à tout le monde. Pardon pour ce cafouillage, je suis tout à fait nul. En général, ma fille m'assiste, mais elle n'est pas là ce soir. Mais donc nous avons quand même réussi à plusieurs. Donc je commence. Allez-y. Merci. Donc Jean-Luc m'a demandé de présenter mon dernier livre paru aux éditions du Léopard d'Or qui s'appelle Les couleurs au Moyen Âge. Est-ce qu'on peut passer l'image suivante? Est-ce que je peux le faire moi-même? Non, non, ne vous inquiétez pas. Iverio est derrière la machine et fera le pilotage des images. Vous n'aurez qu'à demander le moment où vous souhaitez, comme vous venez de le faire, de passer à l'image suivante. Parfait, merci. Donc, l'initiative de ce livre revient à Patrice de la Perrière, que je salue, mais sa santé, malheureusement, n'est pas bonne, comme vous le savez, en ce moment. Je lui dédie cette conférence. C'est lui qui a eu l'idée de me demander un ouvrage qui ferait un peu la synthèse des travaux que j'ai conduits pendant un demi-siècle sur l'histoire des couleurs au Moyen Âge. Je lui ai dit oui. J'ai mis beaucoup de temps pour accoucher de ce livre. Il est paru à la fin de l'année dernière. Patrice a eu l'occasion de le voir, heureusement. Et le projet initial était de faire une synthèse, mais j'ai préféré donner la forme d'un dictionnaire à cet ouvrage en reprenant un peu tout ce que j'avais écrit à droite et à gauche pendant 5 décennies. Et ça aboutit à un volume assez épais. Il y a 220 notices présentées donc en forme alphabétique. Certaines sont longues, d'autres sont plus courtes. Tous les domaines où la couleur intervient sont concernés, y compris l'héraldique qui occupe un 12e ou un 15e du livre. J'en parlerai dans une deuxième partie de la conférence, puisque nous sommes la Société française d'héraldique et de sigillographie. Mais auparavant, quelques mots sur ce livre et quelques mots sur ce que posent comme problème les couleurs à l'historien du Moyen Âge. La suivante, s'il vous plaît. C'est pour vous montrer dans la table de notices un peu quels sont les sujets qui sont évoqués. J'ai ouvert au hasard ici. Donc, vous voyez fleurs, donc les couleurs des fleurs, fougères, c'est une matière colorante pour teindre en vert. Ensuite, je vois mal par fourrure héraldique, donc ça va soit pour vous. Frau Minne, c'est la déesse de l'amour dans les pays germaniques. Elle est toujours vêtue d'une robe verte. Fraude, ça c'est dans les métiers de la teinturerie, il y en a énormément. Garance, c'est une matière colorante pour teindre en rouge. Gaude, la même chose mais pour teindre en jaune. Genêt, c'est la plante qui sert aussi à teindre en jaune. Graine, c'est pour teindre en rouge. La teinturerie occupe beaucoup de place dans mon ouvrage. Grammaire, alors ça c'est des problèmes de langue qui occupent aussi beaucoup de place. Le vocabulaire, la grammaire. J'y reviendrai tout à l'heure. La gravure, comment on a créé des images en noir et blanc dès la fin du Moyen Âge, qui posent des problèmes considérables à l'historien. Ensuite, gris, ça va de soi. Grisaille, la miniature en grisaille, qui apparaît au début du XIVe siècle, qui est valorisée par rapport à la miniature polychrome. Gued, matière colorante pour le bleu. Guelfe, l'opposition entre guelfe blanc et guelfe noir à Florence au XIVe siècle. Gueule, Guillaume Durand,
liturgiste de la fin du XIIIe siècle et qui est très bavard sur les couleurs liturgiques, héraldique, hermine, historiographie. Donc, vous voyez un petit peu, l'ouvrage touche à tout, en quelque sorte, depuis les problèmes de vocabulaire jusqu'aux problèmes symboliques, en passant par la fabrication des pigments, des colorants, les préoccupations des hommes de science, les préoccupations des hommes de l'art, les métiers de la teinturerie, les problèmes de peinture, bien sûr, la vie quotidienne, la vogue des couleurs dans le vêtement, etc., etc. La suivante. Alors, avant de commencer, je voudrais rappeler que pendant très longtemps, les historiens de l'art et les archéologues ne se sont pas intéressés aux couleurs. Et il y a un demi-siècle, quand moi j'ai commencé à m'y intéresser, une de mes premières questions a été de savoir, mais pourquoi ce silence des historiens du côté de la couleur alors que les documents sont foisonnants, notamment pour le Moyen Âge. Et mes premiers travaux portaient justement sur tenter de répondre à ce problème, pourquoi ce long silence, ce très long silence des historiens. Alors, il y a une question toute simple. La couleur, c'est quelque chose qui est rebelle à l'analyse et à la synthèse, parce que la couleur, c'est quelque chose qui est indéfinissable. Ouvrez un dictionnaire au mot couleur, vous verrez que les auteurs du dictionnaire ont un mal fou à dire ce qu'est la couleur. Soit ils essayent de tout cerner, ce qui concerne la couleur, c'est à la fois une lumière, une fraction de la lumière, c'est une matière, c'est un ensemble de vocables, c'est une perception, c'est une sensation, c'est une catégorie au sens d'Aristote, c'est autre chose encore. Donc ça finit par faire une notice qui n'est plus une définition, ou bien ils s'en tiennent à un seul aspect des choses, la définition physique de la couleur, celle des physiciens. La couleur est une fraction de la lumière. Et même chose du côté des termes de couleur, hein, dire sous forme de définition ce que sont le rouge, le vert, le bleu, le jaune, ça n'est pas facile du tout. Qu'on soit au Moyen Âge ou au XXIe siècle, on a bien du mal. On va montrer des objets qui sont de ces couleurs-là, mais ça n'est pas encore une définition que de dire que le jaune, c'est la couleur du citron, du safran, de l'or. C'est pas faux, mais ça suffit pas. Et si on dit jaune, substantif, couleur, qui dans le spectre se situe entre telle et telle longueur d'onde, ça n'est pas faux non plus, mais c'est une définition de physicien pour physicien. Les sciences humaines ne peuvent absolument rien faire d'une définition pareille, mais vraiment rien du tout. Donc, il y a ce problème de savoir ce qu'est la couleur, et les auteurs du Moyen Âge eux-mêmes ont beaucoup de mal à dire ce qu'est la couleur, se divisent en gros en trois groupes. Ceux qui pensent que c'est une lumière ou une fraction de la lumière, ceux qui pensent que c'est une matière, et en général, elle est prise en mauvaise part, c'est une enveloppe qui habille les corps, et puis il y a ceux qui pensent que la couleur, c'est un concept, c'est une catégorie abstraite. Là, on est plutôt vers la fin du Moyen Âge. Donc des problèmes de définition, des problèmes de difficulté liés aux documents eux-mêmes, je vais y insister longuement en vous montrant des images, et puis un vieil héritage qui oppose, notamment dans le domaine des images et des œuvres d'art, le dessin et la couleur, notamment dans les milieux des artistes, mais pas seulement, chez les humanistes, chez les philosophes. Qu'est-ce qui est supérieur, le dessin ou la couleur? La couleur a presque toujours été perdante depuis le XIVe siècle, qui ont fait s'affronter le dessin et la couleur. Et donc, il y a un long héritage chez les historiens, et notamment chez les historiens de l'art, supériorité du dessin sur la couleur. Ça explique sans doute pourquoi, jusqu'à des dates tout à fait récentes, on arrive encore à écrire 500 pages sur l'œuvre d'un peintre,
sans jamais parler des couleurs. Quand j'étais étudiant, c'était un cas très très fréquent. Et aujourd'hui encore, il y a des auteurs qui écrivent sur un mouvement pictural, sur une collection d'œuvres d'art, de peinture, et qui jamais, jamais, jamais ne parlent des couleurs. Moi-même, d'ailleurs, j'ai des collègues et des amis historiens de la peinture qui, en 2023, préfèrent encore travailler sur une documentation photographique en noir et blanc, avec l'idée, pour le travailler sur la peinture, hein, avec l'idée que la couleur, ça gêne, ça ne permet pas de bien étudier le style, ça triche, ça trompe. Et si j'explique qu'il y a une stylistique de la couleur, c'est quelque chose qui n'est pas bien compris. Qu'est-ce que Pastoureau raconte avec sa stylistique de la couleur en peinture? Donc il y a un très très vieil héritage qui explique pourquoi pendant si longtemps on ne s'est pas intéressé aux couleurs. Et puis il y a des raisons matérielles, documentaires. Les documents sont abondants, foisonnants même. Au Moyen Âge, on a toutes sortes de textes, des textes théoriques, des traités des couleurs, on a des termes de couleurs qui interviennent à tout bout de champ, ici ou là, on a des problèmes de lexique presque insolubles qui se posent à l'historien, que ce soit en latin ou langue vernaculaire, par rapport à nos façons de faire aujourd'hui. Il est très rare qu'on a de vrais synonymes dans le domaine de la couleur. Donc traduire des mots, ça n'est pas facile, d'autant que les faux amis sont nombreux. Si vous trouvez, je cite au hasard, je sais pas, en latin médiéval, roseus, ça ne veut pas dire rose, ça veut dire vermeil. C'est un beau rouge, pas du tout un rose. Si en langue vernaculaire, vous trouvez azur, ne traduisez jamais par bleu ciel ou bleu clair. Azur, ça peut être un bleu très très foncé. Ça veut dire un beau bleu, quelle que soit la nuance. Donc il y a des faux amis comme ça à tout bout de champ. Dans les textes un peu théoriques ou dans les recettes pour fabriquer les couleurs, il y a confusion constante entre les termes de matériaux et les termes d'effets colorés. D'ailleurs, nous-mêmes, nous continuons à confondre quand nous parlons d'un rouge vermillon pour qualifier un rouge qui est un peu orangé. C'est une tromperie parce que vermillon, c'est un terme de matière, c'est du sulfure de mercure. Or, chaque fois que nous voyons un rouge un peu orangé, il est improbable qu'il y ait du sulfure de mercure dedans. Et pourtant, nous disons vermillon, donc c'est trompeur. Eh bien, dans les textes antiques et médiévaux, latin ou vernaculaire, c'est un peu la même chose. Toujours dans les problèmes de langue, il faut souligner le mal fou que l'on a pendant très très longtemps de dire les nuances de couleurs. À tout prendre, le latin est plus performant que les langues vernaculaires grâce au jeu des préfixes et des suffixes. Si je veux dire je ne sais pas, verdâtre, par exemple, je peux dire subviridis en latin classique et médiéval, mais en langue vernaculaire, verdâtre n'existe pas et j'ai bien du mal à exprimer cette notion. Assez souvent, d'ailleurs, on rencontre dans les documents d'archives, chez les notaires, par exemple, qui font un inventaire de quelque chose, notamment de garde-robe, des hésitations ou des impossibilités à nommer une couleur. Ils n'ont pas le lexique pour dire de quelle couleur il s'agit. Et ils disent en latin coloris insoliti, une couleur inhabituelle, une étrange couleur, on trouve quelquefois en moyen français. En général, c'est qu'on est dans la gamme des beiges, des roses, des fauves. Là, le lexique est extrêmement, extrêmement hésitant. En fait, il est hésitant jusqu'au XVIIIe siècle. C'est vraiment au XVIIIe siècle que la langue vernaculaire, en français, en italien d'abord, en anglais, en allemand ensuite, dispose d'un répertoire lexical suffisant pour exprimer des nuances. Avant, c'est presque impossible et c'est plus facile peut-être en latin que dans les langues vernaculaires. En tout cas, les nuances comptent très peu dans les systèmes de la couleur pour ce qui est du Moyen Âge. C'est pour ça que ça ne sert absolument à rien quand on est historien
de l'enluminure, par exemple, de faire des efforts démesurés pour essayer de nommer avec précision, parce qu'on n'a pas le droit de planche en couleur dans telle ou telle publication, nommer avec précision les nuances de couleurs que l'on voit dans la miniature. Non seulement ça dépend de l'éclairage, ça dépend de l'heure du jour, ça dépend de qui regarde, mais c'est anachronique par rapport aux pratiques médiévales. Donc des difficultés de vocabulaire et puis des difficultés matérielles liées à la représentation des couleurs. Je vais vous montrer ça en images. Donc je commente les images au fur et à mesure qu'elles passent. Ici, une leçon sur l'arc-en-ciel pour vous rappeler que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, voire jusqu'au début du XVIIIe siècle, les arcs-en-ciel antiques, médiévaux, modernes n'ont aucun rapport avec notre arc-en-ciel. On a des milliers de représentations d'arc-en-ciel, des milliers de descriptions d'arc-en-ciel, ça n'a pas de rapport avec le nôtre. Et le nôtre, bien sûr, fera sans doute rire aux larmes nos successeurs dans quelques siècles. Donc, il y a toujours, souvent, un écart entre la couleur réelle, entre guillemets, telle qu'elle est ici au XIVe siècle et telle qu'elle est au XXIe siècle. Ça concerne énormément de choses matérielles. Les cochons, par exemple, les cochons médiévaux ne sont pas roses, ils sont sombres, gris, bruns, noirs. Moi, je m'ai fait une grosse bêtise. J'ai été conseiller historique sur le film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose, début XIVe siècle, et moi, historien des couleurs et historien du cochon, j'ai oublié que les cochons, au début du XIVe siècle, n'étaient pas roses. On les avait mis en scène, ces pauvres porcs, et au dernier moment, je m'en suis souvenu que ça ne convenait pas des cochons roses. J'ai prévenu les régisseurs, c'était trop tard pour trouver des cochons noirs, alors on a peint à la bombe les cochons roses, ça fait une scène tout à fait gore, qui a beaucoup plu aux metteurs en scène, et ça se voit un peu à l'écran d'ailleurs que les cochons roses ont été peints en noir et en gris vers XIVe siècle. Mais c'est vrai de beaucoup de choses. Les carottes ne sont pas orangées au Moyen Âge. On mange énormément de carottes, mais elles sont blanches, et ainsi de suite. Donc l'historien ne doit pas tomber dans l'anachronisme et se souvenir de choses qui relèvent du b.a.-ba de la culture matérielle. La suivante, s'il vous plaît. Oui, quelques images pour vous montrer qu'on a énormément de textes qui nous parlent des couleurs au Moyen Âge, notamment des recueils de recettes, soit pour teinturiers, soit pour peintres. Voici un exemple allemand du XVe siècle, des textes difficiles à étudier parce que on mélange les conseils vraiment pratiques avec des considérations allégoriques ou symboliques dans la même phrase parfois ou dans le même paragraphe. Par exemple, pour faire de la bonne peinture verte, jette du vinaigre sur des lamelles de cuivre et laisse macérer soit 3 jours, soit 9 mois. C'est à peu près pareil, 3 jours et 9 mois. Et en effet, du point de vue symbolique, c'est la même idée, c'est une attente. Mais le résultat, évidemment, du point de vue pragmatique, n'est pas du tout le même. D'une manière générale, dans ces recettes, les durées, les proportions, les quantités ne sont pas indiquées ou sont très vagues. Prends un peu de ceci, ajoute une certaine quantité de cela, laisse macérer un certain temps, etc., etc. Et ça va être comme ça jusqu'au XVIIIe siècle. La suivante. Nous avons des nuanciers dans l'image médiévale. Les principaux, ce sont les nuanciers montrant la couleur des urines. Ce sont les plus anciens nuanciers de la culture occidentale. C'est assez savoureux, avec des cas très très graves, quand l'urine devient verdâtre, vert foncé ou noir. Ça donne des choses tout à fait étonnantes, mais chacune de ces couleurs est interprétée. La suivante. La médecine apporte beaucoup d'informations sur les couleurs. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, d'abord manuscrit puis imprimé, on a des véritables traités des couleurs qui parlent de fabrication, de vocabulaire, de symbolique. Voici 2 exemples. L'un, enfin tous les deux sont du début du XVIe siècle. L'un est imprimé à Paris et l'autre
à Venise. Venise, c'est la grande capitale de la couleur en Europe du XIIIe jusqu'au XVIIIe siècle. C'est une ville de teinturerie, c'est une ville de peinture, c'est une ville d'imprimerie. La couleur est absolument partout et on publie beaucoup de livres sur la couleur. Donc l'historien, absolument tout ce qu'il faut du point de vue textuel pour essayer de réfléchir sur la place des couleurs dans la culture et la vie quotidienne des femmes et des hommes du Moyen Âge. Mais il ne l'a pas fait. La suivante. Il ne l'a pas fait parce qu'il y a des difficultés de toutes sortes, pas seulement celles de vocabulaire que j'ai évoquées. La principale, et elle concerne partiellement l'héraldique, j'y reviendrai, vient à ce que classer les couleurs, définir les couleurs, penser les couleurs, ça ne se passe pas de la même façon au Moyen Âge et au XXIe siècle. La principale différence, elle est à l'écran. L'ordre des couleurs n'est pas le même. Quand on est dans l'Antiquité, au Moyen Âge, à la Renaissance, au XVIIe siècle encore, on classe les couleurs comme en haut. C'est le classement attribué à Aristote. C'est peut-être pas dû à Aristote ni à Théophraste, mais enfin, c'est un classement aristotélicien qui fait varier les couleurs plutôt du clair vers le sombre. Le classement normal au Moyen Âge pour classer les couleurs, c'est blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir. Si on veut placer le violet, il n'est pas du tout entre le rouge et le bleu, il est entre le bleu et le noir. Le mot normal pour dire violet en latin médiéval, c'est sub niger, sous-noir, demi-noir. Ça laisse des traces d'ailleurs dans la liturgie ou dans les pratiques de deuil, encore aujourd'hui, grand deuil noir, demi-deuil violet. Et puis, à la fin du XVIIe siècle, Newton, immense savant anglais, découvre un nouvel ordre des couleurs, le spectre. C'est l'ordre qui est en bas, c'est un continuum. Et dans le spectre, il n'y a plus de place ni pour le noir, ni pour le blanc. Ce ne sont plus des couleurs. Et puis, le rouge n'est plus au centre de la séquence, mais à la périphérie. Le vert trouve enfin sa place entre le jaune et le bleu. Et on commence à mélanger à partir du XVIIe siècle du jaune et du bleu pour faire du vert, ce qu'on ne fait jamais, jamais, jamais au Moyen Âge. Bref, des différences inouïes. Donc quand on est historien du Moyen Âge, de quel classement faut-il partir? Ça pose des problèmes épistémologiques presque insolubles. Où commence l'anachronisme? Si on part du classement du bas, qui est notre classement actuel dans de nombreux domaines, notamment dans les laboratoires d'analyse des pigments et des colorants, dans les musées par exemple. J'étudie une peinture italienne du XIVe siècle, j'utilise des appareils de mesure spectrométrique, donc construits sur le classement du bas, alors que ces couleurs ont été produites par des artistes, des sociétés, des savoirs qui, eux, s'appuyaient sur le classement du haut. Il y a un véritable problème parce que les deux classements sont totalement différents. Mais en même temps, nous sommes des chercheurs d'aujourd'hui. Nous avons le droit d'utiliser nos savoirs d'aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre le passé. Mais les savoirs d'aujourd'hui et les savoirs d'autrefois diffèrent énormément dans le domaine de la couleur. D'où ces problèmes épistémologiques presque insolubles. Où commence l'anachronisme? Que faire? Que faire? C'est un problème général pour l'historien et spécialement pour l'historien des sciences. Que faire de nos savoirs d'aujourd'hui quand on travaille sur des périodes anciennes? Je rencontre exactement les mêmes difficultés quand je me fais historien des animaux, qui est mon autre spécialité. Est-ce que le savoir zoologique actuel m'aide à quelque chose pour étudier les animaux dans l'Antiquité romaine ou le Moyen Âge chrétien? Quand j'étais jeune, je pensais que oui. Aujourd'hui, j'en suis beaucoup moins convaincu. Après un demi-siècle de recherche, j'ai l'impression que être savant sur la zoologie selon qu'on la pratique aujourd'hui, ça ne me sert pas à grand-chose pour comprendre la zoologie antique ou médiévale. La suivante. Alors oui, voilà,
j'évoque Newton, qui a complètement changé le classement des couleurs. C'est un physicien, donc il conduit des travaux de physique. Il décompose la lumière blanche du soleil en rayons colorés, il découvre un nouvel ordre des couleurs, le spectre. Dans cet ordre, il n'y a plus ni de noir ni de blanc, ce ne sont plus des couleurs, ce qui pour l'historien est évidemment absurde. Du point de vue social et culturel, le noir et le blanc sont des couleurs à part entière. Ce qui est assez intéressant, c'est que Newton a d'abord publié les résultats de ses travaux en anglais en 1704, on voit le livre Optics, aucun écho, nulle part. Alors il l'a republié en latin en 1707, et là, toute l'Europe a été au courant. C'est assez réjouissant pour le latiniste que je suis que voir qu'au début du XVIIIe siècle encore, il faut publier en latin les résultats de ses travaux, sinon on n'est pas compris. La suivante. Autre différence entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, couleur chaude, couleur froide. Il n'y a pas dans l'absolu, évidemment, des couleurs qui sont chaudes et qui sont froides. Ce sont des conventions. Et ces conventions changent selon les sociétés, selon les époques. En Europe, au Moyen Âge, le bleu est une couleur chaude. C'est la ligne rouge qui sépare les chaudes des froides au Moyen Âge. Donc rouge, violet, bleu sont chaudes. Et aujourd'hui, c'est le pointillé vert qui sépare les chaudes des froides. Donc le bleu est pour nous une couleur froide. Dans nos salles de bain, le robinet d'eau froide, il a une pastille bleue, donc on peut en faire l'expérience. Mais si nous pensons qu'au Moyen Âge, le bleu est froid, nous disons des bêtises énormes. Hein. Je prends un tableau du XIVe siècle ou du XVe siècle, je vais étudier la proportion des couleurs chaudes et des couleurs froides dans ce tableau. Si je me dis que le bleu est froid, je vais dire des âneries énormes. Même chose d'ailleurs pour le XVIe siècle, chez Raphaël et encore chez Rubens au début du XVIIe siècle. Hein. Le bleu est chaud dans les sociétés anciennes et le jaune est froid. Donc, des choses qui sont des vérités pour nous ne le sont pas du point de vue historique. La suivante. Quant aux histoires de la science contemporaine qui distinguent des couleurs primaires et des couleurs complémentaires, un cercle chromatique, un mélange optique qui se fait dans l'œil, etc., etc., tout ça est absolument inconnu des époques anciennes, et même des époques antérieures au XVIIIe ou au XIXe siècle. Donc, de nouveau se pose cette question, que faire de ces connaissances actuelles, de ces savoirs contemporains, quand on travaille sur le passé? Est-ce que ça aide à quelque chose? Nos connaissances actuelles ne sont pas du tout des vérités, ce sont des étapes dans l'histoire des connaissances. Ça fera sourire nos successeurs dans quelque temps, mais en même temps, nous sommes de notre temps, donc ça semble légitime de partir quand même de nos savoirs actuels pour essayer de mieux comprendre le passé. Mais où commence l'anachronisme? Il y a vraiment des difficultés presque insolubles. La suivante. Difficulté plus facile à comprendre, les difficultés documentaires liées au travail du temps. Nous ne voyons pas les couleurs que le passé nous a laissées dans leur état d'origine, mais telles que le temps les a transformées. Et parfois, les couleurs ont complètement disparu. Voilà l'église d'Aulnay, sans doute la plus belle église romane en France, avec ce portail qui a perdu ses couleurs, le portail sud. Dans les églises romanes, tout est peint, à l'intérieur comme à l'extérieur. On a mis du temps à l'accepter. Hein. Il y a encore des polémiques à la fin du XIXe siècle. Il y a encore des savants qui nient la polychromie architecturale et sculptée romane ou gothique, de la même façon qu'il y a chez les antiquisants encore vers 1900, des savants qui nient que tous les temples grecs étaient peints, que toute la statuaire grecque était peinte. C'est une évidence pour nous aujourd'hui. Ça a mis du temps avant d'être accepté. Il y a ce refus de la couleur, comme si la couleur était impure. La suivante. Alors, sur énormément d'objets, il y avait
de la couleur qui n'est plus ou à peine en place. Par exemple, voici les objets les plus célèbres que le Moyen-Âge nous a laissés, les pièces d'échecs de l'île de Lewis. Eh bien, quand on regarde attentivement, on trouve des traces de couleur rouge sur certaines pièces, un peu d'or sur d'autres pièces. Tout dépend si certaines pièces sont en ivoire de morse, la plupart, mais d'autres en fanon de baleine. Et la couleur ne tient pas de la même façon, elle tient mieux sur les fanons de baleine. Donc c'est là où on trouve un peu de traces de peinture rouge. La suivante. Quelquefois, la couleur est bien présente. Voici le Christ du tympan de Conques, on est vers 1120. Il y a du bleu, il y a du rouge, on le voit bien encore. Mais est-ce que ça date de l'origine, 1120? Est-ce que c'est plus récent? On a repeint, on le sait, au XVe, au XVIIe siècle. Est-ce qu'on repeint dans les mêmes couleurs que précédemment ou est-ce qu'on change les couleurs quand on repeint? Quelquefois, on a des documents d'archives, on sait que tel ou tel peintre en image a touché telle somme d'argent pour mettre de la peinture rouge, de la peinture bleue ici ou là, mais ce type de document reste exceptionnel. En gros, quand on repeint au Moyen-Âge, on fait comme c'était avant, on ne change pas les couleurs. Quand on repeint au XVIIe siècle, et on repeint beaucoup, on change les couleurs. Et donc, ce que nous voyons aujourd'hui, souvent, c'est la peinture du XIXe siècle, qui est encore un autre changement. Donc, ce sont des difficultés bien, bien complexes quand on a des traces de polychromie sculptée ou architecturale. La suivante. Voilà un Jonas sur un chapiteau. Là encore, on est vers 1120-1130 dans cette incroyable église abbatiale de Mosa en Auvergne. Il y a des traces de peinture, il y a des analyses de pigments qui ont été faites et l'identification des pigments nous montre que certains sont absolument inconnus avant la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, il ne faut pas remonter très haut, mais c'est le laboratoire qui nous le dit. L'œil, évidemment, ne peut pas le savoir. La suivante. Les vitraux posent des problèmes presque insolubles. On a déplacé, réemployé, repeint, recuit, utilisé du jaune d'argent, etc., etc. Voici une verrière de la cathédrale d'Augsbourg, de l'église d'Augsbourg, un des plus anciens vitraux encore en place. On est vers 1110, un prophète, Osée. Les analyses ont montré que de toutes les couleurs que l'on voit sur cette verrière, moins de 5% datent du XIIe siècle. Donc tout est plus récent. Le profane ne peut pas le savoir. Seul le spécialiste le plus pointu du vitrail le sait. C'est pour ça que le vitrail, c'est quelque chose de très, très difficile. Et en plus, c'est absurde d'étudier les vitraux à partir de photographies. Un vitrail, c'est fait pour bouger avec la lumière du jour, la lumière du soleil, le cycle des saisons, les couleurs changent au fil de la journée. Donc, il faut aller absolument in situ dans l'église, sinon on dit des bêtises. Mais si les verres colorés ne sont pas ceux d'origine, on dit encore d'autres bêtises. La suivante. Un vitrail célébrissime, Notre-Dame de la Belle-Verrière à Chartres, la partie centrale date de la cathédrale avant l'incendie, de la cathédrale de Fulbert, avant le grand incendie de 1194. On est probablement vers 1150. Et la verrière romane a été remontée dans une verrière gothique des années 1215-1220 autour, donc, ce qui fait qu'on voit assez bien les deux bleus de Chartres ici. Il y a deux bleus très différents dans la cathédrale de Chartres, un du XIIe siècle, un du XIIIe siècle. Celui du XIIe siècle est bien plus clair et plus laiteux, je dirais. Mais rien de tout ça n'est encore à sa place d'origine, bien sûr. C'est du tripatouillage. En plus, la suivante.
tout a été nettoyé. Voilà comment ça se présentait à gauche quand j'étais étudiant, Notre-Dame de la Belle-Verrière, encrassée, et à droite, comment ça se présente aujourd'hui, ultra nettoyé. Ni un cas ni l'autre, évidemment, ne sont fidèles à la situation du XIIe siècle. Est-ce qu'il faut restaurer? Est-ce qu'il faut nettoyer? Les historiens de la pollution, ah, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Mais je n'ai plus d'image, moi. Ah, Bon, euh, qu'est-ce qui se voilà, elle passe? est revenue. Elle est Ah bon, revenue. très bien. La suivante. Se posent également les problèmes d'éclairage. Il faut absolument se souvenir, nous le savons tous, mais on l'oublie, que nos éclairages d'aujourd'hui n'ont aucun rapport avec les éclairages anciens quand on est à l'intérieur, et que quand nous allons au musée ou voir une exposition, nous ne voyons pas comme nos ancêtres. Ça n'est pas possible. Voici un exemple à partir d'un tableau de Jérôme Bosch. Jusqu'au 19e siècle, il n'y a pas l'électricité, même jusqu'au 20e siècle, et toutes les lumières sont produites par des flammes, c'est-à-dire des lumières qui font bouger les formes et les couleurs. Tout bouge, hein, dans les regards anciens. Nous, notre courant électrique, il est relativement statique, donc ça ne fait pas bouger les formes et les couleurs. En outre, jusqu'à l'électricité, et même un peu au-delà, on ne sait pas éclairer de manière uniforme une grande surface. Donc, dès qu'il y a une tapisserie, une peinture murale, un panneau un peu grand, il y a toujours des zones bien éclairées et des zones moins bien éclairées, toujours. Nous, avec nos zooms, au musée, on éclaire tout de manière uniforme. Donc, c'est complètement anachronique par rapport à ce que voyaient nos ancêtres, non seulement du Moyen Âge, mais même du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Hein. Donc, on ne peut pas voir comme nos ancêtres. Et cette arrivée de l'électricité, c'est quelque chose de considérable. Des collègues, des amis ont organisé en 2004 au Louvre une grande exposition qui commémorait une autre exposition qui s'était tenue en 1904, qui s'appelait Les primitifs français, sur l'art français du XVe siècle, une exposition un peu nationaliste, 1904. Donc on célébrait le centenaire de cette exposition en 2004. Alors j'ai demandé à mes amis qui organisaient l'exposition de 2004, est-ce qu'en 1904, il y avait déjà l'électricité dans les salles du Louvre ouvertes au public et dans les salles d'exposition? Personne n'a pu me répondre. Personne n'avait pensé à ça, naturellement. Or, c'est absolument essentiel pour savoir dans quelles conditions on regardait les œuvres au début du XXe siècle. Il a fallu faire des recherches compliquées pour apprendre que Paris était divisé en secteurs avec des centraux électriques et qu'une partie du Louvre dépendait d'un central et une autre partie d'un autre central. Donc il y avait une topographie du Louvre à faire pour savoir si en 1904 l'électricité était déjà là ou pas encore là. Donc voilà, des problèmes auxquels on ne pense pas et qui sont absolument essentiels pour regarder et étudier les couleurs. La suivante. Yves, si tu veux passer la suivante, s'il te plaît. Je crois que c'est le deuxième tronçon, Ah, voilà. seconde partie. Oui, C'est juste pour que les fichiers soient plus légers. Ce n'est pas d'accord. une seconde partie intellectuelle. Oui, entendu. Oui, un document célèbre du musée de Cluny pour vous rappeler que lampe à huile, chandelle, torche, ça n'est pas le courant électrique. Il faut absolument s'en souvenir, non seulement pour étudier les couleurs, mais n'importe quelle image ou œuvre d'art de l'Antiquité, du Moyen Âge, de la Renaissance, du XVIIe, du XVIIIe siècle. Sinon, on dit des bêtises. Il faut absolument, absolument essayer de se mettre dans cet état d'esprit. La suivante.
voilà les voûtes de la chapelle Sixtine. À la fin du XXe siècle, on les a restaurées, on a prétendument dégagé les couleurs posées par Michel-Ange et par ses élèves. L'idée qu'il a travaillé tout seul, c'est un mythe épouvantable. Ils étaient 200 personnes à travailler à la restauration et à la peinture des voûtes. Bon, on a fait un énorme tapage médiatique autour de ces couleurs rafraîchies, restaurées, etc. C'est très bien. Et on a éclairé le tout à la lumière électrique. On voit les spots en bas. Mais que faire? On n'allait pas remettre des lampes à huile et des chandelles dans la chapelle Sixtine. Mais voilà, un problème simplement matériel qui fait que nous ne pouvons pas voir comme voyaient nos ancêtres. Pas possible. La suivante. Non, Là, là, on est revenu à la précédente. voilà. Un enlumineur au travail, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi. Enfin, oui, c'est la couverture du livre. Pardon. La suivante. La suivante. Voilà un appareil qui fait des analyses de pigments. C'est extrêmement utile, malgré les problèmes d'anachronisme dont j'ai parlé, sur une feuille de manuscrit enluminé. Alors, moi qui suis un littéraire, j'ai essayé de comprendre comment on procédait. J'étais associé à un certain nombre d'entreprises d'analyse de pigments et de colorants anciens. Tant que c'est de la chimie, j'arrive à suivre. Quand c'est de la physique, je suis un peu perdu. Autrefois, quand j'étais plus jeune, on faisait des micro-prélèvements et puis on procédait à des analyses chimiques. Ça, l'historien arrive à comprendre. La suivante, aujourd'hui, on procède plutôt autrement. À partir de la physique, on ne fait plus de micro-prélèvements, on n'abîme absolument plus rien, tout est réversible. Non, pas celle-ci, la suivante, s'il vous plaît. Non. C'est dans cet ordre-là c'est dans cet ordre-là que je les ai. La suivante. Voilà. Aujourd'hui, donc, on recourt plus à la physique qu'à la chimie, c'est-à-dire, pour faire simple avec mon vocabulaire de littéraire, on fait tomber une lumière sur une couche colorée quelconque et on observe comment cette lumière se comporte. Je simplifie énormément et on en tire un certain nombre de conclusions. On fait des correctifs parce que le seul fait de faire l'expérience modifie un peu les résultats. Bref, là, l'historien ne peut plus suivre, c'est trop compliqué, trop savant. Mais enfin, on apprend quand même beaucoup de choses en utilisant les savoirs de notre temps. La suivante, je vous donne un exemple ou deux. La suivante, voilà, oui, la Vierge, c'est très bien, voilà. Un panneau célèbre dû à Fra Angelico, avec deux sortes, ou plutôt deux zones bleues, le manteau de la Vierge et puis le plafond des arcatures. Pour l'œil, évidemment, c'est le même bleu. Mais les analyses en laboratoire montrent que le manteau de la Vierge est peint avec du lapis lazuli, un pigment hors de prix, tandis que le plafond des arcatures est peint avec de l'azurite, un pigment qui coûte beaucoup moins cher. L'œil ne le voit pas, mais il y a un enjeu à la fois économique et culturel dans le choix de deux pigments différents. Prendre du lapis pour le manteau de la Vierge, évidemment, c'est honorer la Vierge. Et ça, ni notre œil d'aujourd'hui, ni l'œil du XVe siècle ne s'en rendaient compte. Donc, ce que nous voyons en matière de couleur n'épuise pas du tout les problèmes de la couleur. Il faut aller dans la matière colorante elle-même. La suivante. Ah, voilà, le lapis d'un côté, l'azurite de l'autre. Deux pigments pour peindre en bleu, l'un très très cher, l'autre assez cher. Si on veut faire bon marché, on prend des pigments végétaux qui entrent mal, soit dans les fibres du tissu, soit sur le support. Pardon, j'ai vérifié tout à l'heure, le lapis lazuli, sa provenance même médiévale, c'est donc l'Afghanistan.
alors que des mines d'azurite, on en trouve en Europe et particulièrement en France, du côté de Chessy-les-Mines, dans le Rhône. Voilà. Au Ça Moyen Âge, explique, dans, explique la différence de prix. dans les textes et les recueils de recettes, on dit souvent bleu de montagne pour l'azurite. Oui, oui, le lapis lui-même, le prix change beaucoup. Il coûte moins cher au XIIe siècle qu'au XVe siècle parce que l'avance des Turcs en Méditerranée orientale gêne l'approvisionnement et le prix devient exponentiel. Il est plus cher que l'or au XVe siècle, le lapis lazuli. La suivante, un exemple dans la gamme des rouges sur ce panneau roman catalan de la fin du XIIe siècle. Il y a du rouge, c'est pas du tout le même pigment. Pour les bourreaux qui sont en train de torturer un certain nombre de saints, on a pris un rouge à partir d'un pigment qui coûte assez cher d'ailleurs, mais dont le nom est sang dragon, sang du dragon, une laque de résine. Qui est entouré de toute une mythologie. Ce serait le sang du dragon qui aurait été tué par l'éléphant, son ennemi mortel, et à partir du sang du dragon, on fait une matière colorante, mais évidemment, jamais on habillera la Vierge ou la mandorle qui entoure la Vierge d'un pigment qui a aussi mauvaise réputation et surtout un nom terrifiant. On va choisir quelque chose de beaucoup plus prestigieux, une laque de Kermès ou une laque de Garance, comme ici, pigment également assez cher, mais qui n'a pas cette mythologie dragonesque en quelque sorte. Le nom du pigment, le nom de la couleur, ça fait complètement partie des problèmes de la couleur. Il faut en tenir compte aussi parce que beaucoup d'artistes, qu'on soit au Moyen Âge ou en 2023, choisissent leur couleur et leur pigment, non pas d'après le pouvoir opacifiant, colorant, etc., mais d'après le nom du pigment ou le nom de la couleur. La suivante. Même chose du côté des colorants et des teintures. Les teinturiers laissent énormément de documents d'archives. Donc, c'est un corps de métier sur lequel nous savons énormément de choses. Malheureusement, la suivante, analyser les matières colorantes sur les tissus, c'est un exercice difficile, surtout quand les matières colorantes sont organiques, notamment végétales. Mais ça apporte des informations très utiles. Par exemple, dans la célèbre teinture de la Dame à la licorne, ici le toucher, on a pu faire des analyses, j'ai moi-même été associé à ces analyses, et elles ont montré, ces analyses, que non seulement il n'y avait pas de fil d'or dans ces tentures, mais que les colorants utilisés étaient des colorants très bon marché, de la Garance, de la Gaude, de la Guède. Rien de précieux, ce qui nous montre que ces teintures ne sont pas de très grand prestige et ne relèvent pas d'une commande ni royale, ni princière, ni même d'un très grand seigneur. Ce sont des commandes bourgeoises. On est beaucoup plus bas dans l'échelle sociale et là, les colorants le confirment pleinement. La suivante. Ah ben voilà, travail de réflexion sur ces teintures dont j'ai été un des conseillers, si je puis dire. La suivante. Alors, je ne sais plus quel temps il reste, je n'ai pas de montre, mais Jean-Luc, Vous avez tout le temps. Vous avez tout bon, le non. temps que Je vous voudrais souhaitez. dire quand même quelques mots de l'héraldique. Dans le dictionnaire paru aux éditions du Léopard d'Or, il y a quand même beaucoup de termes de blason, de développement sur l'héraldique. Je suis de ceux, peu nombreux finalement, parmi les héraldistes, qui pensent que, pour le Moyen-Âge en tout cas, les couleurs comptent plus que les figures, que l'héraldique, c'est d'abord un système de la couleur. D'ailleurs, il n'y a pas d'armoirie sans couleur.
Il y a des armoiries dont nous ne connaissons pas les couleurs, mais il n'y a pas d'armoirie sans couleur, alors qu'il y a des armoiries sans figure, de gueules plein, de sable plein, etc. À l'époque moderne, les choses sont peut-être un peu différentes. Donc je pense que c'est très très important de réfléchir sur les couleurs du blason, qui sont quand même des éléments très très particuliers. L'héraldique, je ne vais pas vous faire des rappels trop nombreux, mais c'est intéressant de souligner que l'héraldique, à ses débuts, n'utilise que 6 couleurs et que ces 6 couleurs sont les 6 couleurs de base de la culture occidentale au moment où apparaissent les armoiries au XIIe siècle: le blanc, le rouge, le noir, le vert, le jaune, le bleu. Et c'est assez nouveau, ce système à 6 couleurs. Si on prend les choses à l'époque romaine, par exemple, ces couleurs existent, bien sûr, mais presque tous les systèmes de la couleur tournent autour de 3 couleurs: blanc, rouge, noir, parfois de 4 couleurs: blanc, rouge, noir, plus vert. Le jaune n'a pas vraiment de statut, et le bleu, pas du tout. Il faut attendre le Moyen-Âge pour que le bleu opère sa promotion et même sa révolution. Autre caractéristique absolument essentielle, ce sont des couleurs dont les nuances ne comptent absolument pas. Ce sont des couleurs en quelque sorte abstraites. On n'a pas du tout à tenir compte de la matérialité du rendu de ces couleurs. Dans les armoiries du roi de France, que le champ d'azur soit bleu clair, bleu moyen, bleu foncé, ça n'a aucune importance. Que les fleurs de lys soient jaunes, jaunâtres, dorées, en or véritable, ça n'a aucune importance. C'est l'idée de bleu et l'idée de jaune qui comptent. Et ça fait une très grande originalité dans le système héraldique et une très grande différence avec beaucoup d'autres domaines où la couleur intervient. Ça permet notamment de faire, pour nous historiens, des comptages, des statistiques. On n'a pas besoin de compter avec le travail du temps, l'état de conservation. Est-ce que tel ou tel bleu, tel ou tel rouge s'est transformé au fil du temps? Et ce caractère abstrait, au fond, des couleurs du blason s'est transmis au monde des drapeaux, pour lequel les nuances non plus ne comptent pas. Dans le drapeau tricolore, peu importe la nuance du bleu et la nuance du rouge, d'autant qu'exposé aux intempéries, notre drapeau tricolore change assez de nuances de couleurs, bien sûr. C'est pour ça que vouloir éclaircir le bleu ou foncer le bleu du drapeau français, ça n'a pas grand sens et c'est contraire à toutes les habitudes de l'emblématique. Donc voilà 2 particularités qui jouent un rôle essentiel, qui permettent de faire des statistiques, d'établir des fréquences, de cartographier les phénomènes. Je suis livré beaucoup à ce type d'exercice quand j'étais jeune. Il y a quelque chose qui apparaît très fortement et qui reste mal expliqué. Pourquoi si peu de synoples dans les armoiries médiévales? J'en ai déjà parlé devant la Société au moins 2 fois, je crois, à 30 ans d'écart. Je n'ai pas encore de réponse. C'est vrai que statistiquement, le vert n'est pas absent, mais il est moins fréquent que les autres couleurs. En regardant ces 2 pages, à gauche, on a une page tirée des chroniques de Mathieu Paris, on est vers 1245-48. En Angleterre. À droite, on a une page tirée de l'armorial de l'Europe et de la Toison d'Or. On est vers 1435, 1438 à Lille ou à Arras. On voit bien que dans les 2 cas, la combinaison argent-gueule est la combinaison dominante. Le rouge et le blanc sont les 2 couleurs les plus fréquentes dans les armoiries médiévales. Ça nous rappelle d'ailleurs, j'aurais dû le dire tout à l'heure, j'ai oublié que dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le vrai contraire du blanc, pas seulement en héraldique, hein, tout domaine confondu, le vrai contraire du blanc, ce n'est pas le noir, c'est le rouge. Blanc-noir, ça existe comme couple de contraires, mais blanc-rouge, c'est beaucoup plus fréquent.
Et c'est l'imprimerie et la gravure qui, peu à peu, vont faire du blanc et du noir un couple de contraires l'emportant sur tous les autres. Nous, ça nous est familier, bien sûr, mais si on est dans la Rome antique ou dans le Moyen-Âge chrétien, le vrai contraire du blanc, c'est le rouge, ça n'est pas le noir. Donc, encore une fois, pas d'anachronisme à commettre, même si on va trouver ici ou là, bien sûr, des cas où le blanc et le noir s'opposent, bénédictins et cisterciens, par exemple, etc. Mais comme toujours, il y a le cas général et puis il y a les exceptions. Donc, on peut faire des statistiques et s'interroger sur le pourquoi si peu de vert en héraldique. Une des explications qui vaut ce qu'elle vaut, non pas que le vert soit difficile à fabriquer ou à fixer, ça c'est une explication positiviste que je rejette, mais quand l'héraldique apparaît, elle s'inscrit dans un cadre où le vert est omniprésent, le tournoi. Et donc, on peut peut-être penser que, puisque c'est la couleur du cadre, du décor, on le met moins dans les armoiries parce que ça se verrait moins, mais je sens bien que c'est une explication qui est fragile. En tout cas, ce qu'il faut absolument rejeter, c'est tout ce qu'on a pu écrire sur les rapports entre l'héraldique et l'alchimie, la transformation du rouge en vert et du vert en rouge, etc., etc. Il n'y a pas un pouce d'ésotérisme dans l'héraldique médiévale. Il faut absolument accepter cette idée. Pas un pouce. Les termes de blason sont des termes particuliers, faciles à comprendre pour l'or, l'argent, l'azur, un peu plus compliqués pour le sable, mais l'étymologie est solide, ça vient de la zibeline. Le terme français sable vient de la forme allemande Zabeln, qui vient d'une forme slave Zobol. Le nom donc de cette marque à fourrure noire, c'est la fourrure la plus chère au Moyen-Âge, plus chère que l'hermine. Donc on comprend l'étymologie. En revanche, gueule reste un terme énigmatique. On a écrit un peu, qu'on soit héraldiste ou philologue, rien n'est convaincant. Ça n'a aucun rapport avec la gueule des animaux, bien sûr. Je crois que l'hypothèse que j'avais suggérée quand j'étais jeune, elle me convainc moins aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis parti d'un terme latin qui veut dire rouge, qui n'est pas très fréquent. Tegulatus, qui veut dire rouge comme la tuile, rouge comme la brique, tegulatus. La première syllabe serait tombée, on aurait un goulatus qui aurait donné gueule. Quand j'avais 25 ans, j'étais très fier de ma trouvaille. Je pense qu'elle est elle aussi un peu fragile. C'est plus savant de dire qu'on ne sait pas d'où vient le terme gueule et de refiler le dossier à nos successeurs qui auront d'autres documents que nous ne connaissons pas. Et puis, il y a le mystère du mot sinople qui existe en ancien français pour dire rouge dans de nos très nombreux domaines et qui, dans le domaine héraldique, pas au début, mais à partir du milieu du XIVe siècle, ne signifie pas rouge, mais vert, pour des raisons qui nous sont inconnues. Ici encore, c'est absurde de convoquer l'alchimie ou des sciences ésotérisantes. Est-ce que ce sont des erreurs de héros d'armes qui se sont propagées? Je ne sais pas. Là encore, je crois que c'est très scientifique d'accepter de dire que nous sommes ignorants sur ce pourquoi du changement de sens du mot sinople uniquement en héraldique, parce que dans d'autres domaines, sinople au XVe siècle continue de vouloir dire rouge, et dans le domaine de l'histoire de l'art, par exemple, ou de l'art, même aujourd'hui, une synopia, une synope, c'est un dessin au crayon ou avec un produit de couleur rouge. Voilà. Enfin, on ne peut pas, évidemment, ne pas évoquer les couleurs du blason sans évoquer la règle d'emploi des couleurs du blason. C'est quand même le grand dossier de l'héraldique. Je crois que c'est la chose la plus originale que l'héraldique propose dans tous les systèmes de signes.
répartir les 6 ou les 7 couleurs, si on ajoute le pourpre qui apparaît tardivement, en 2 groupes et interdire certaines superpositions ou certaines juxtapositions. Ce qui me frappe, c'est que les traités de blason médiévaux et même encore les traités de blason modernes, voire contemporains, ont un mal fou à énoncer clairement cette règle qui est appliquée partout dès l'origine, avec un nombre d'exceptions extrêmement restreint. Donc c'est quand même quelque chose de très très important. Et on a du mal à la formuler. On a avancé des mots qui ajoutent plus de confusion que d'autres choses pour séparer le blanc et le jaune d'un côté, l'or et l'argent qualifiés de métaux, ça ne nous choque pas trop, mais dire émaux pour le gueule, l'azur, le sable et le sinople, c'est un peu extravagant, ça ajoute de la confusion, d'autant que certains auteurs du XVIIe siècle disent émaux pour l'ensemble des couleurs. Bref, je crois qu'il vaut mieux parler de couleur du blason pour les 6, et le groupe 1 et le groupe 2, ce serait plus clair. En tout cas, quand le champ est d'une couleur, la figure que l'on pose sur cette couleur, elle doit être de l'autre groupe et pas du même groupe. Donc c'est pour ça qu'il faut parler d'interdiction, et pas seulement pour les superpositions, mais aussi pour les juxtapositions. Quand il n'y a pas deux plans, mais un seul, par exemple un losanger ou un échiqueté, comment dirais-je, les carreaux de l'échiqueté se touchent, et évidemment, on ne peut pas avoir un échiqueté de gueule et d'azur. C'est contraire à la règle, le bleu et le rouge se toucheraient, et ça ne convient pas. Naturellement, on attire toujours l'attention sur les exceptions. Ça, c'est le problème de tous les traités, de toutes les grammaires. 3 lignes pour les cas principaux et 600 pages pour les exceptions. L'héraldique ne fait pas exception à cette habitude détestable. Donc, n'importe quel profane va vous dire, mais là, j'ai vu que, là, j'ai vu que. C'est parce qu'on oublie de rappeler que cette règle d'association des couleurs dans les armoiries, elle existe quand on crée une armoirie. Mais évidemment, au fil de l'histoire de cette armoirie, on va faire des modifications, ajouter des choses, et nécessairement, si on ajoute des choses, il va y avoir des endroits où l'or et l'argent vont se toucher, des endroits où l'azur et le sinople vont se toucher, et ainsi de suite. Mais pas quand on crée l'armoirie, au départ. C'est ça qu'il faut rappeler. Alors cette règle, après avoir pendant 50 ans cherché d'où elle venait, je n'ai toujours pas trouvé d'explication raisonnable, sauf de constater qu'elle est là avant qu'apparaissent les armoiries. En héraldique, elle est là dès le début, donc il faut chercher un peu antérieurement. Et manifestement, elle est textile, elle vient probablement des vexillas, j'hésite à dire bannières, qui est un terme ambigu, enfin, disons des bannières quand même, qui ont une influence considérable sur les armoiries de l'époque féodale. On aimerait mieux connaître. J'ai perdu l'image, la voilà qui est revenue. Donc, pour mieux comprendre et l'origine des armoiries et surtout l'origine de la règle des couleurs, on aimerait mieux connaître l'emploi des bannières à l'époque féodale, entre la fin de l'époque carolingienne et le XIIe siècle. Malheureusement, c'est un monde qu'on connaît très très mal. Les documents sont peu nombreux et ce qui existe ne livre pas beaucoup d'informations. Mais je sens bien que c'est par là qu'il faudrait chercher. L'influence du textile sur l'héraldique médiévale est considérable. Ce n'est pas un hasard si, dans la langue du blason en français, 60% des termes sont empruntés au vocabulaire des tissus. C'est un document en soi. Voilà, j'ai été très très bavard.
Donc, Jean-Luc m'avait demandé de présenter mon livre, je l'ai fait un peu au pas de course, je pourrais ajouter évidemment 10 000 choses, mais merci de m'avoir écouté. Pardonnez-moi de ne plus venir aux séances de la société, j'ai quelques problèmes, non pas tant de santé que de vue. Je vois assez mal et me déplacer tout seul devient un peu difficile, mais quand je serai opéré et que je verrai mieux, je reprendrai le chemin des archives nationales. Amitié à tout le monde. Bon, cher Michel, un très grand merci pour cet exposé très, très, très riche et qui, comme vous l'avez dit, synthétise 50 ans de travaux sur la question des couleurs. Alors, je dois dire que c'est un témoignage personnel, mais 1000 autres pourraient valoir le mien. Je suis né à une époque où on continuait en effet de nier la primauté de la couleur dans les sensibilités médiévales. J'ai appris à aimer un Moyen-Âge qui était un Moyen-Âge de forme, de dessin, mais pas de couleur. Et c'est grâce à vos travaux que j'ai révisé ma copie et que je me suis mis à aimer ce Moyen-Âge coloré que, au fond, je connaissais très mal. Alors, c'est vrai aussi que quand on est un jeune qui commence à travailler en histoire et en histoire médiévale, enfin, au moins à mon époque, on voyait surtout du noir et blanc. Et puis aussi, on voyait beaucoup d'églises où le zèle acharné du clergé local et des conservateurs de monuments historiques avait réussi à décaper tout ce qui pouvait être coloré. Donc l'art gothique, c'était des formes sublimes, mais c'était un Moyen Âge sans couleur. Tout le monde n'avait pas à sa disposition des livres enluminés chez soi, et ce que tout un chacun pouvait voir du Moyen Âge de la manière la plus évidente, c'était monochrome. Et aujourd'hui, on sent bien en fait que c'est une erreur grossière et que la couleur est partout au Moyen Âge. Et je crois aussi que aujourd'hui, on peut dire à nouveau la même chose. Grâce au développement des nouvelles technologies de la communication, nous sommes envahis d'une masse de couleurs par tout ce que nous voyons sur nos ordinateurs ou nos écrans de smartphone. Et donc, je crois que vos travaux sont évidemment d'une importance capitale pour comprendre tout cela et ce goût des couleurs sans lesquelles on ne pourrait pas vivre et qui font partie de notre bonheur et en même temps qui sont aussi parfois des couleurs du crime et de la violence. Bon, n'en parlons pas. Alors, j'aurais une ou deux toutes petites questions à vous poser pour amorcer un peu la discussion qui va suivre. Le beige, vous n'en parlez jamais. Et d'ailleurs, en effet, on comprend pourquoi. Il n'y a pas de beige statutaire au Moyen-Âge. Si je comprends bien, le beige, qui est quand même une des couleurs qu'on porte le plus sur nos imperméables, sur des costumes différents, le beige a une place aujourd'hui très importante dans le vêtement, et c'est une place qui est extrêmement récente, parce que dans la sensibilité médiévale, si je vous suis fidèle, le beige, au fond, c'est un blanc qui a mal vécu, un blanc qu'on n'a pas réussi à atteindre et qui, au fond, est un petit peu jaunasse, pas très, très joli. Donc, cette absence du beige au Moyen-Âge, est-ce que j'ai bien compris ce que vous dites là-dessus et les raisons pour lesquelles vous n'en parlez pas? Oui, il n'y a absolument aucune trace de beige dans les images et aucune trace de beige dans les textes. On aurait beaucoup de mal à dire beige aussi bien en latin que dans les langues vernaculaires. Le mot d'ailleurs est vraiment très tardif, peu usité encore au XIXe siècle, défini comme un jaune. Quand on ouvre le Littré, on voit qu'il en fait un synonyme de jaune.
Et moi-même, quand j'étais enfant et adolescent dans la France de l'Ouest, en milieu rural, tout le monde disait jaune pour des chaussures beiges, un imperméable beige, un cartable beige, c'était un cartable jaune, des chaussures jaunes. Le terme n'était pas très, très répandu. Cela dit, aujourd'hui, il est en ville en tout cas très porté. Le problème des couleurs, très différentes des nuances, hein. Il n'y a que 11 couleurs dans la culture occidentale aujourd'hui. Blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu, les couleurs du premier rang, et puis gris, orangé, violet, rose et brun. Ça fait 11. Et 11, ça n'est vraiment pas un nombre symbolique. Il faudrait arriver à 12. Alors je crois qu'un jour, le beige va être promu au statut de couleur à part entière, si je puis dire, du deuxième rang. Mais son cas n'est pas isolé, hein. Dire rose, c'est un exercice impossible pendant très très longtemps. Il y a des roses dans la nature, notamment dans le monde végétal. Les Romains le savent bien, les médiévaux également, mais ils ne savent pas nommer cette couleur, ni en latin, ni en langue vernaculaire. On commencera à le faire vers la fin du XIVe ou le XVe siècle en sollicitant un mot venu de l'italien incarnato, incarnat, et notre mot rose, emprunté à la fleur, n'arrivera qu'au XVIIIe siècle, quand les jardiniers seront enfin capables de faire des roses roses, des fleurs roses, alors qu'elles étaient jusque-là ou blanches ou rouges ou jaunes. Ça semble tellement beau que la fleur a fini par donner son nom à la couleur des roses roses. Le terme rose apparaît au XVIIIe siècle, où il y a une vogue du rose considérable. Le mot anglais pink est un petit peu plus récent, l'étymologie complètement obscure, sans rapport avec pig. Mais donc voilà, des choses qui pour nous sont évidentes ne le sont pas. Je reprends l'exemple du violet. Pour nous, le violet, c'est un mélange de bleu et de rouge. Au Moyen Âge ou dans l'Antiquité, bleu et rouge ne sont pas voisins, donc ils ne peuvent pas avoir un palier intermédiaire qui serait le violet. Le violet est entre le bleu et le noir. C'est un demi-noir, un sous-noir ou un bleu foncé. Voilà. Alors pourtant, il y a des moments au Moyen Âge où on voit que le rose, ce que nous appelons aujourd'hui rose, est très en faveur. Ça me rappelle le souvenir de cette grande exposition qui avait eu lieu à Paris sur la France gothique et où l'on montrait des exemples d'orfèvrerie, par exemple de l'époque de Charles VI, et où l'on voyait le goût très visible, parce qu'ils auraient pu employer d'autres pierres pour des gemmes de couleur rose, qui sont en fait souvent des spinels, et s'opposant à des saphirs que l'on préfère lorsqu'ils sont un petit peu pâles. Et donc on retrouve à cette époque précise cette distinction aujourd'hui si en faveur entre le bleu layette et le rose bonbon. Ça m'avait frappé. Non, vous avez tout à fait raison. C'était un choix conscient, un moment de la sensibilité. Voilà. Alors, peut-être, dans ce richissime dictionnaire encyclopédique, j'ai un petit regret. Vous ne parlez pas assez souvent des pierres. Alors ça, c'est parce que c'est un dada à moi, hein, la minéralogie. Mais bon, bien sûr, vous parlez du lapis lazuli, de l'azurite. Je parle un peu des pierres, mais je parle surtout des minéraux en tant qu'ils servent de pigments. Pigment. Je me suis intéressé évidemment à la hiérarchie des pierres qui varie d'ailleurs, elle n'est pas la même à l'époque féodale et à la fin du Moyen Âge. Et dans les matériaux précieux, les pierres, évidemment, c'est mieux que l'or, mais dans tous les documents que je connais, il y a encore mieux que les pierres. Le top du top, ce sont les perles. Là, il n'y a rien au-dessus. Mais sur le rose, en effet, fin 14e, début 15e siècle, il y a une période, 2 générations peut-être, une immense vogue des tons roses parce qu'on importe pour le textile un colorant qu'on connaissait mais qu'on sait traiter différemment, le bois de Brésil,
qui sert à faire des magnifiques roses et orangés. Et dans le vêtement, à partir de 1380 à peu près, les tons roses deviennent à la mode pour les hommes comme pour les femmes. Le duc de Berry, par exemple, est fasciné par le rose. Il en distribue en livrets tout autour de lui. On a des documents comptables. Et il y a le problème pour nommer cette couleur. Et incarnatus, c'est l'expression qui revient le plus souvent, qui remplace pallidus qu'on employait précédemment, mais qui est plus générique en quelque sorte. Et donc, jusque vers 1440, il y a entre 1380 et 1440 une vogue inouïe du rose. Puis ça retombe, et puis ça va revenir au XVIe siècle. Bon, je crois qu'il doit y avoir une infinité de questions. Donc, là, je m'adresse au public. Vous pouvez réactiver vos micros et puis poser à Michel Pastoureau les questions que vous souhaitez. En attendant que vous fassiez la manipulation, je reviens sur la question du verre et de sa nette rareté dans le système héraldique. Oui, je me rappelle d'une remarque de Nicolas Verneau qui venait au soutien de ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut replacer la naissance de l'héraldique dans son contexte, un contexte sportif et militaire, où beaucoup de choses se passent à la lisière des forêts et sur de l'herbe qui est verte. Nicolas Verneau un jour s'exclamait, mais imaginez un chevalier vert sur une prairie verte devant des arbres qui sont verts. Ben, tout simplement, on ne le voit plus. Et donc, c'est une interprétation évidemment pratique et assez modeste, mais de bon sens. Oui, confirmé par le fait qu'un certain nombre d'armoriaux en rouleau anglais de la seconde moitié du XIIIe siècle, donc parmi les premiers armoriaux conservés, peints, sont sur du parchemin. Le parchemin a été peint en vert pour entourer toutes les armoiries, comme si c'était le support ou le fond du décor pour mettre en scène des armoiries. C'est assez révélateur. D'où la rareté à l'intérieur des écus, puisqu'il est omniprésent autour des écus. Bien sûr. Alors, je vois que Laurent Massé voudrait poser une question. À Laurent de poser cette question. Je reviens sur de verre. Le terme qui est employé au XIIIe siècle, en tout cas pour la région que je connais, à savoir le Midi, c'est justement qui passe aussi bien en occitan. Excuse-moi Laurent, le son était haché et on n'a pas entendu le mot dont tu parlais pour désigner le verre dans les langues du Midi. En fait, c'est vert verte en occitan, en fait. C'est exactement le même. Ça s'écrit pareil. Et il y a aussi des armoiries avec des jeux de mots possibles, avec un XVIe siècle qui est Olivier de Terme et qui porte de vert bleu. Il fait un jeu de mots avec son prénom, Oliver, en occitan, et donc il a utilisé vert pour signifier ses armoiries. Donc, en termes de synople, je pense que c'est quelque chose qu'on voit au XIVe siècle, que ce soit en moyen français, occitan ou dans les langues vernaculaires vert, en fait, qui est utilisé au XIIIe siècle. Oui. Donc, oui, non, dans la France du Nord, c'est pareil. Des origines de l'héraldique jusque vers 1340-50, tout le monde dit vert comme terme de blason pour la couleur verte. Et probablement en raison de la confusion entre la couleur verte et la fourrure vert, VAIR, les héros d'armes ont cherché un terme pour éviter cette confusion phonique. Et pourquoi sont-ils allés chercher synople? C'est ça qui pose problème. Mais dans la langue française du blason, comme dans la langue méridionale, on dit vert, bien sûr, pour la couleur verte. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a uniquement vert. De même que pour dire sable, pendant très longtemps, on dit noir. Sable n'apparaît que vers 1250, 60. Donc les débuts de l'héraldique, on dit noir. Michel, vous pouvez nous redire l'époque à laquelle le terme synople
et donc un peu réinventé par les héros. C'est au milieu du XIVe siècle, vers 14e. 1350, disons. Je crois que Guillaume de Machaut est un des premiers à l'employer comme dans le sens de vert et pas dans le sens de rouge, dans un contexte sinon proprement héraldique, para-héraldique en quelque sorte. Donc c'est par là que ça change. Ce qui est frappant, c'est que ça change vite. Hein. En une génération, on est passé de rouge à vert pour Sinople dans le cadre héraldique uniquement. Parce que si on prend le mot Sinople au XVIe siècle, dans la langue littéraire, il continue de signifier rouge, bien sûr. Donc pas de mauvaise traduction. Il faut savoir dans quel contexte on se trouve. Mais dès les origines et jusqu'au milieu du XIVe siècle, dans la langue française du blason, on dit vert, bien sûr. D'autres questions? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, il y a aussi un autre domaine passionnant pour la couleur, c'est le domaine des vêtements religieux, vous en avez parlé, bien entendu, et de la paramantique. Donc, les églises médiévales sont saturées de couleurs et le clergé, au moins séculier, à l'occasion des offices, se pare de multiples couleurs qui sont celles des ornements, textiles ou autres, qu'il déploie lors de ces cérémonies. Et là, bien entendu, on a une palette extrêmement riche dans ce domaine, mais qu'on connaît finalement bien mal pour le Moyen-Âge parce que les objets liturgiques, les parures liturgiques du Moyen-Âge, elles sont relativement rares dans les collections muséales ou dans les trésors d'église. Enfin, il y en a quand même beaucoup, mais beaucoup moins enfin, nos pertes sont quand même énormes. Ce qu'on connaît mieux, c'est l'aspect textuel et théorique du système des couleurs liturgiques qui met un certain temps à se mettre en place et à se stabiliser. Pendant longtemps, chaque diocèse a ses propres usages. Puis s'impose l'idée, dans le courant du XIIe siècle, que ce qui vaut pour le diocèse de Rome doit valoir pour tous les diocèses de la chrétienté romaine. Et le plus grand pape de toute l'histoire de l'Église, Innocent III, avant même d'être pape, il a écrit un traité sur la messe dans les années 1190 et il consacre un très long chapitre aux couleurs liturgiques. Il décrit les usages de Rome et comme Innocent III, c'est une autorité exceptionnelle, ce qu'il écrit finit par s'imposer et on vit encore sur ce système dans le culte catholique. Le blanc pour les fêtes de la Vierge et du Christ, le rouge pour les fêtes des martyrs, de l'Esprit et de la Croix, et le noir pour les temps d'affliction, de pénitence et le vendredi saint, et le vert pour, nous dit Innocent III, le futur Innocent III, pour les jours où ni le blanc, ni le noir, ni le rouge ne conviennent, parce que, et ça c'est très très important, le vert est la couleur intermédiaire entre le blanc, le noir et le rouge, dit-il. C'est une notation très intéressante. Mais vous avez raison, Jean-Luc, la liturgie c'est quelque chose d'absolument essentiel, comme l'héraldique, pour l'histoire des couleurs au Moyen-Âge. Je m'explique, ce sont les deux domaines qui ont permis l'abstraction des couleurs. Nous pouvons tous dire j'aime le rouge, j'aime le bleu, je déteste le violet. Jamais un Romain ne pourrait dire ça, ni un Grec. Dans l'Antiquité, les couleurs ne peuvent pas être séparées de leur matérialité ni de leur support et être envisagées comme ça dans l'absolu. Le vert, le rouge, le bleu, non, pas possible. Et ce qui permet d'étudier la mutation lente de la couleur matérielle vers la couleur abstraite, c'est la grammaire. Les termes de couleur en latin classique sont toujours des adjectifs. En latin médiéval, ils commencent aussi à devenir des substantifs
notamment dans le domaine de la liturgie, de la patristique puis de la liturgie. Et dans les langues vernaculaires, c'est l'héraldique qui est la première qui manie les termes de couleur aussi comme des substantifs. Donc c'est une mutation extrêmement importante parce que c'est ce passage de l'adjectif au substantif et de la couleur matérielle à la couleur abstraite qui permet la symbolique des couleurs. Il n'y a pas de symbolique des couleurs dans l'Antiquité. Il y a une emblématique des couleurs, mais il n'y a pas de symbolique, c'est-à-dire des significations qui sont associées à telle ou telle couleur, quel que soit le support et la matière. Ça n'existe pas dans l'Antiquité, c'est une création médiévale. Elle s'intensifie à la fin du Moyen Âge. Et on peut dire d'ailleurs grosso modo que l'héraldique a joué un rôle très important et que tout est en place vers 1500 et que la symbolique des couleurs en Occident, aujourd'hui, elle est à peu près la même de ce qu'elle était vers 1500 au début du XVIe siècle. Donc c'est vraiment extrêmement important que cette abstraction de la couleur ait ce rôle joué d'une part par la liturgie, de l'autre par l'héraldique, où on peut envisager, comme je le disais, les couleurs comme des catégories abstraites. Les nuances ne comptent pas. Les couleurs n'ont même pas besoin d'être matérialisées pour exister. Je dis, moi, Michel Pastoureau, je prends pour armoirie d'azur au lion d'or et je ne fais jamais représenter mes armoiries. C'est quand même mes armoiries. C'est absolument exceptionnel dans l'histoire à la fois des couleurs et des concepts. Y a-t-il d'autres questions? Bon, je vous laisse encore un petit temps pour réfléchir aux questions que vous voulez poser. Moi, c'est un petit détail. Le mot Inde désigne en fait un bleu assez profond, et ça vient de l'indigo, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, oui. Moi, je croyais pendant tout un temps que ça voulait dire en fait violet, mais je me plantais lamentablement. Non, l'Inde, c'est un bleu. La meilleure traduction, c'est bleu saturé. Oui. C'est-à-dire que nous avons tendance toujours à mettre des termes de coloration là où les sensibilités anciennes et le vocabulaire qui s'y rattache s'intéressent plus à des problèmes de luminosité ou des problèmes de densité, de saturation. Et donc, vermeil, c'est un beau rouge, azur, c'est un beau bleu, Inde, c'est un bleu saturé. D'accord, d'accord. Je vois que François-Xavier Bon, notre collègue, veut poser une question. Alors, je lui cède la parole. Bonsoir, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Alors, je ne suis pas aussi à l'aise que vous pour m'exprimer, mais j'ai une question. J'ai bien compris qu'il y a des nuances dans les couleurs, que ce soit un rouge foncé ou un rouge clair, c'est un rouge. Mais dans le deuxième groupe de couleurs, comme vous appelez, soit le jaune et le blanc, est-ce qu'il y a une préférence quand même pour représenter ce jaune et ce blanc en vrai métal, soit avec un dépôt d'or ou d'argent, tel qu'on peut le voir par exemple sur le Codex Manesse ou le Powell, où on sent que l'artiste a essayé, pas tout le temps, mais le plus souvent quand même, d'appliquer une couche d'or ou une couche d'argent pour les métaux, quoi, ou le deuxième groupe de couleurs, comme vous l'appelez. Oui, c'est une pratique qui commence très timidement à la fin du XIIIe siècle, devient plus fréquente dans le courant du XIVe siècle, de traduire en héraldique l'or et l'argent par des couleurs métallisées, du doré et de l'argenté, ou bien du vrai or et du vrai argent, ce qui est plus rare. Et il y a un décalage. On commence par l'or, c'est-à-dire qu'on a des armoriaux, par exemple, où l'or héraldique est traduit par un ton doré, métallique, mais l'argent reste blanc. Il y a un décalage d'environ 2 ou 3 ou 4 décennies, ça dépend des régions. Et puis, la pratique, à partir du milieu du XIVe siècle, devient un peu plus fréquente. Pour notre œil d'aujourd'hui, elle est extrêmement désagréable, ce mélange de
couleurs métallisées et de couleurs ordinaires dans la même page, ça fait bizarre. Je suis parfois horrifié de ce qu'on voit à l'époque moderne où ces couleurs métalliques deviennent omniprésentes et sont très très mal rendues, puisque ce sont presque toujours des ersatz d'or et d'argent. Ça se marie très mal avec les autres couleurs. Dans le style héraldique contemporain, sagement, les meilleurs artistes héraldistes sont revenus au jaune et au blanc, et je crois que c'est une très très bonne solution. Mais je pense que ce sont les termes de blason qui ont influencé ces choix, puisqu'on disait pour blanc argent et pour jaune or, pourquoi ne pas traduire par de l'or et de l'argent, c'est-à-dire du doré et de l'argenté. Donc on l'a fait en 2 temps. Statistiquement, ça reste quand même minoritaire au Moyen Âge dans les représentations d'armoiries. Je comprends Ça ne peut pourquoi. pas se traduire sur tous les supports. Ça n'est pas possible dans certaines techniques, où c'est très rare sur le textile ou sur le verre. Mais voilà, François-Xavier Bon est un spécialiste des pendants de harnachement, donc il s'intéresse de très près aux questions d'émaillerie. Et dans le domaine de l'émaillerie, bien entendu, on utilise toujours un support qui est métallique sur lequel on place l'émail. Et là, l'or est bien rendu par une couleur métallique jaune. Et quand c'est de l'argent que l'on revêt d'émail, il reste argent, il reste métal. Donc, je comprends pourquoi François-Xavier Bon posait cette question, parce que ce domaine-là, du travail sur métaux, connaît ces oppositions entre métal et couleur, comme ça existait déjà, et alors là, à une époque bien antérieure à l'invention des armoiries. Je pense à l'orfèvrerie mérovingienne, qui utilise à foison et avec une habileté qui laisse parfois stupéfier, l'insertion de lames de grenat rouge profond sur des supports qui sont en or ou en métal doré. Donc là, ce sont des objets qui sont d'une beauté splendide et qui jouent sur cette opposition très forte entre le métal et la couleur. Sur des gémélions des années 1260, par exemple, au musée de Cluny, avec des armoiries, on voit que l'or héraldique peut être traduit par du doré, et sur le même objet, le même gémélion, l'argent héraldique est encore blanc. Il y a le décalage entre les deux. Il est vrai que l'argent a ce gros défaut de s'oxyder, et que ce soit dans l'enluminure ou dans l'orfèvrerie, souvent, en fait, on a du noir à la place de l'argent et c'est extrêmement désagréable. Heureusement, la règle des couleurs du blason permet de ne pas se tromper et de rectifier le tir. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Et vous m'avez vu venir, Monsieur Chassel. Non seulement je vous ai vu venir, mais je crois que j'attends aussi, et on est nombreux à attendre, les progrès de vos travaux sur cette question des pendants et de ce qu'on appelle aussi parallèlement les vervelles, mais je sais que il y a des problèmes terminologiques là-dessus. Ça ne saurait tarder. Vous militez pour la réhabilitation de nombre d'objets qu'on nommait vervelles en tant que pendant de harnais. Mais voilà, on aura l'occasion d'en parler et je crois qu'on fera quelque chose d'important à la Société d'héraldique et de sigillographie pour vous accompagner dans ce travail. Avec plaisir. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il est bientôt... Monsieur Dominique Martin a une question.
Monsieur Martin, pardon, je ne vous avais pas vu. Allez-y. Merci. Et pour la joaillerie, pour les pierres précieuses, est-ce que ce sujet est abordable dans les mêmes conditions? Quand on parle de couleurs, évidemment, il faut parler de pierres précieuses et de tout ce qui s'y rattache, et même quand on parle d'héraldique, parce que vers la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, une certaine mode liée à la préciosité et au courant des grands rhétoriqueurs fait que certains héraldistes et para-héraldistes ont remplacé les termes de couleur dans la langue du blason par des termes de pierrerie. Et alors ça donne des blasonnements assez étonnants où on parle de saphir, d'émeraude et de rubis au lieu de parler d'azur, de sinople et de gueule. Oui. Alors, le domaine des pierres, j'y reviens un petit peu parce que c'est une manie, mais il y a des choses qui m'étonnent toujours. Par exemple, le rai d'escarboucle est une figure héraldique bien connue. Le Moyen-Âge appelle escarboucle une quantité de pierres rouges indépendamment de leur nature minéralogique véritable. Mais le rai d'escarboucle, c'est un phénomène que les minéralogistes connaissent bien. Ce sont les pierres dites chatoyantes avec des étoiles qui rayonnent à la surface de la pierre par l'effet d'un certain nombre d'inclusions que la pierre comporte. Alors, ce sont des pierres qui, moi, m'excitent beaucoup. Les pierres qui ont un effet œil de chat ou qui sont des étoilées. Donc, le fait que l'escarboucle soit au Moyen-Âge une pierre rouge, en principe d'un rouge très, très brillant, et qui peut être indifféremment soit un spinel, soit un grenat, soit évidemment au mieux un rubis d'Orient, comme on dit à l'époque, c'est ce phénomène des rubis étoilés, des spinels étoilés, des grenats étoilés, ça existe, moins fréquemment chez les grenats, mais c'est quand même troublant de voir que le mot escarboucle peut à la fois désigner justement une couleur rouge et en même temps l'effet lumineux en forme d'étoile qui se dessine sur certaines pierres. Donc ça, l'héraldique a dû quand même recevoir une influence de la minéralogie à l'époque. Alors, il y a en revanche une catégorie de pierres que le Moyen-Âge probablement n'aime pas, ce sont des pierres qui ont plusieurs couleurs. Alors ça, il y en a d'assez nombreuses. C'est un phénomène qu'on appelle le polychroïsme de certaines pierres. Certaines pierres ont 2 tons, certaines vont jusqu'à 3. Et là, on sent que le Moyen-Âge bloque avec ces pierres-là, qui aujourd'hui sont très, très appréciées. Bon. Oui, le Moyen-Âge, d'une manière générale, préfère l'uni, toujours. Oui, ça c'est un phénomène dont vous avez beaucoup traité. Le mélange, oui, c'est un les couleurs incertaines. Du Lévitique et du Deutéronome. Ça vient de très très loin. Alors je vois qu'il y a une question de Caroline Simonet aussi. Oui, bonjour, c'était plus une remarque. J'avais retravaillé il y a quelque temps sur les pierres, effectivement. Et ce qui m'avait marqué, c'est qu'on considérait que les pierres avaient un pouvoir médicinal, enfin magique pour nous, à la condition en bijoux d'être portées dans des montures en or ou en argent. C'est un des rares points communs entre les auteurs de gémologie au Moyen-Âge, qui divergent vraiment sur les pouvoirs des pierres, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Par contre, à chaque fois qu'ils parlent de la qualité de la monture, ils disent tous qu'il faut qu'elle soit en or ou éventuellement en argent pour avoir un pouvoir. Comme si le métal potentialisait voilà. une force qui était déjà à l'état naturel et symbolique dans la pierre. Oui, oui. Voilà, alors, il y en a même qui rajoutent une couche, je pense à Albert le Grand, dans son traité sur les pierres, et qui lui ajoute un 3e volet, ce qu'on va graver sur la pierre. À une époque, on recommence à pratiquer la glyptique,
et où le marché des intailles antiques est toujours extrêmement développé. Donc, la conjonction entre la monture, la pierre et le motif gravé sur la pierre va donner des effets souhaitables, curatifs, protecteurs. Là, ça devient une subtilité phénoménale. Alors, il ne faut pas croire que ces croyances sont seulement le lot de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Il suffit de regarder n'importe quoi sur Google aujourd'hui à propos de telle catégorie de pierres pour voir que le gros du marché vise les vertus médicinales, magiques, au fond, des pierres. Visiblement, là, les croyances ont la vie dure et on a des marchands très bien intentionnés qui vantent les qualités curatives de tel ou tel caillou qu'ils vendent par Internet. À chaque mois de décembre, on voit fleurir les petits livrets sur les vertus. Il y a même aussi en vente des petits flacons d'eau distillée où on a fait tremper une pierre et qu'il faut impérativement boire lorsqu'on a de la goutte ou de l'arthrose du poignet, et l'effet, évidemment, est souverain. Si vous me permettez, oui, monsieur. Si vous me permettez, c'était la symbolique. Y a-t-il une symbolique attachée aux pierres précieuses? Oui. Qu'on utilise en joaillerie, c'était cela. Y a-t-il un lien avec cette histoire que nous raconte très bien Michel Pastoureau? Est-ce qu'il a établi des ponts? C'est une question. Michel. Pardon Donc, quels sont les rapports entre la symbolique liée aux pierres dans les lapidaires médiévaux et la symbolique générale des couleurs et la symbolique héraldique des couleurs, quand il y en a une? La symbolique héraldique des couleurs, elle existe, elle est même omniprésente, mais elle est extrêmement banale. C'est la même que dans tous les autres domaines de la symbolique des couleurs au Moyen-Âge et encore à l'époque moderne. Chaque couleur a ses bons et ses mauvais aspects, et par rapport à ce que nous considérons comme la symbolique des couleurs aujourd'hui, il n'y a pas de grande différence. Par exemple, le gueule, c'est-à-dire rouge, c'est ambivalent. D'un côté, ça va être l'amour, la beauté, la gloire, la fête, la joie, et de l'autre, ça va être la colère, la violence, la luxure, les crimes de sang, etc. Le noir, pris en bonne part, ça va être le sable, ça va être l'humilité, la dignité, la tempérance, l'autorité, le luxe, même à la fin du Moyen-Âge. Et puis pris en mauvaise part, c'est tout ce que vous savez autour de la faute, du péché, de l'enfer, du monde souterrain, etc., etc. Donc, rien de très original par rapport à ce que l'on attend. Les traités sont assez nombreux au XVe et au XVIe siècle, qui nous parlent de la symbolique héraldique des couleurs, et ça déborde sur d'autres domaines, notamment l'iconographie et la peinture. L'ouvrage le plus important, c'est le blason des couleurs, attribué au héros Sicile, un héros d'armes au service du roi d'Aragon, qui meurt vers 1437, et auquel un auteur probablement originaire du Hainaut a ajouté une deuxième partie dans les années 1480 pour faire le blason des couleurs en armes, livrets et devises. Et alors là, il y a dans cette deuxième partie une symbolique héraldico-vestimentaire des couleurs, qui est un texte d'une richesse absolument exceptionnelle et d'une influence considérable sur toute la littérature et toute la création artistique des XVIe et premiers XVIIe siècles. Eh bien, je crois qu'il est peut-être temps de se quitter en remerciant une nouvelle fois Michel Pastoureau pour sa conférence de ce soir et aussi pour tous les ouvrages qu'il nous a donnés et ceux qui lui restent à écrire encore. Alors, je voudrais montrer
pour finir à nouveau la couverture de l'ouvrage que Michel a fait paraître aux éditions du Léopard d'Or et que vous pouvez tous acquérir. Et l'épaisseur du volume. Et l'épaisseur du volume, oui, il fait 360 pages, dont plus d'une trentaine de planches in fine, qui sont des commentaires d'images et qui sont d'un agrément de lecture extraordinaire. Je veux dire, je les ai encore relus cet après-midi avant notre séance. C'est un très grand plaisir de vous lire, comme de vous écouter, comme toujours. Donc, merci encore 1000 fois, Michel. Alors, c'était une très belle séance parce que nous avions plusieurs de nos membres d'honneur, le professeur Diedrich, qui est à Bonn, Christian de Mérindol, que nous connaissons bien, et puis Brigitte Benoît-Rezac, qui a également écouté votre conférence. Donc, c'est rare que nous ayons autant de stars présentes à l'écran d'un côté ou de l'autre du micro et de la caméra. Merci encore. Bonne soirée à tous.